Bonjour à tous, Demat dans Nol, Digemermat et Kervreis, bienvenue à Kervreis. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Faye, Jan-Bert Hilnon et notre invité exceptionnel qui vient nous présenter son dernier ouvrage, Monsieur André Archambault, Combat pour l'hémisphère nord, l'amour d'Ariane, aux éditions Avatar. Donc, Monsieur Archambault, vous êtes stratège d'affaires international, très intéressé aux questions d'herméneutique, d'interprétation, notamment pour les questions de philosophie traditionnelle. Dans ce livre, vous nous parlez de Raymond Abellio, de René Guénon, entre autres références européennes, en tout cas d'hémisphère nord. En quelques mots déjà, pouvez-vous nous présenter le titre ? Et l'évolution du monde est tout de même conditionnée par ce qui se passe dans l'hémisphère nord, dans la mesure où c'est là que se trouve l'essentiel de l'activité spirituelle, intellectuelle, idéologique et économique. Et aujourd'hui, cet hémisphère nord, depuis le début du XXe siècle, est le fruit d'un enjeu, d'une rivalité entre différentes entités, plus particulièrement entre des empires qui ont décédé, qui sont morts maintenant, et un nouvel empire qui est en train de naître, qui se croit exceptionnel, qui est effectivement l'empire américain. Donc ce livre décrit de façon romancée l'activité d'un groupe multinational de réfractaires au nouvel ordre mondial qui s'est implanté au cours du XXe siècle et qui veulent réintroduire un monde équilibré, multipolaire, reposant sur les empires, plutôt que sur le mondialisme, pour employer une expression triviale comme celle d'aujourd'hui. Et donc il y a des développements, un certain suspense. Il y a deux histoires qui se croisent, une histoire géopolitique, classique, et qui pourrait faire l'objet d'un récit filmé à la limite, et puis il y a une histoire ésotérique. Vous avez parlé de Raymond Abellio, ou de Julius Evola, ou de René Guénon, qui est là pour nourrir le drame de ce qui se passe dans l'esprit de la population et de la nouvelle prêtrise qui pourrait réémerger de cette évolution. Donc c'est un livre qui rassemble le réel et en même temps le mythe. C'est donc un traité de mythologique, si on voulait utiliser cette expression, en ce sens qu'il y a à la fois le pouvoir du mythe qui va directement à la réalité des choses, alors que le pouvoir du logos ne fait que l'effleurer, parce que chaque fois qu'on s'approche de la réalité, on n'y parvient jamais tout à fait. C'est le problème de la politique actuelle. Alors, vous nous parlez de prêtrise. À un moment, dans la postface de votre ouvrage, vous parlez de la prêtrise invisible en lien avec le personnage mythologique d'Ariane, Oui. qui d'ailleurs fait partie du titre de votre ouvrage, et vous en parlez comme d'un Christ au féminin, Oui. en lien avec une nouvelle prêtrise Oui. pour, on va dire, le monde européen en devenir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, effectivement. Alors déjà, vous remarquerez, si vous lisez plus en détail le livre, que ce livre est le passage de relais entre deux femmes ultimes, si on pourrait l'appeler ainsi, selon la terminologie abélienne, absolument. Il y a Atalanta, qui est celle de la narration passée et présente, et Ariane, qui va venir après pour accompagner l'évolution du monde, qui se sera transfiguré en un nouveau monde, notamment en une nouvelle Eurasie, qui sera une Eurasie des peuples, au sein d'empires multipolaires. Alors Ariane, pourquoi ? Parce qu'elle touche une des cordes du livre, parce que peut-être pour revenir 2 secondes au livre, il y a 3 choses à dire dans le livre. Premièrement, le livre offre une conception de l'histoire. Et cette conception de l'histoire, c'est essentiellement une conception cyclique, voire même sphérique de l'histoire, contrairement à la conception progressiste et linéaire, où tout ce qui vient après est mieux que ce qui était avant, et ce qui est finalement un moyen de faire taire les gens, faire taire les opposants, faire taire tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe dans leur vie quotidienne, que ce soit dans le travail, que ce soit en politique. Alors ça, c'est une première chose. On peut commenter là-dessus. Et deuxième chose, c'est la notion dite d'occidentalisation. Et là, je ne fais que vulgariser les thèses de Raymond Abellio, qui considère que
le plus bel exemple d'occidentalisation du monde, ça a été l'Europe, qui était une merveilleuse machine à transformer la quantité en qualité. Et aujourd'hui et demain, même malade, même affaiblie, l'Europe contient encore dans ses coffres suffisamment d'énergie, peut-être, pour pouvoir être le pôle d'inversion entre l'Est et l'Ouest. Et donc reprovoquer un nouveau cycle historique, un clinamen, comme dirait Démocrite, une inflexion historique qui puisse permettre d'atteindre un saut qualitatif russe. Alors Ariane, pour revenir à votre question, elle est sortie, elle a libéré Thésée du labyrinthe, et elle a aussi, dans différentes écoles mythologiques, elle a épousé Dionysos. Et on peut dire qu'Ariane, en réalité, en intensifiant son échec avec Thésée, qui s'est montré finalement trivial et matérialiste, elle a occidentalisé Dionysos et elle a pu ainsi relier l'Ouest et l'Est dans la civilisation qui a transformé le monde. Et là je parle sous le contrôle de Guillaume Fay, qui est un spécialiste de la mythologie, mais elle a donc effectivement permis au monde de s'occidentaliser. Alors, pourquoi hémisphère nord et occidentalisation? C'est qu'on pense, à juste titre, quand on lit Abellio, qui a écrit quand même dès 1948, au moment où l'Europe était complètement délabrée, divisée, massacrée par le matérialisme occidental et le matérialisme stalinien, a réussi lui-même déjà à suggérer que ce qui était profond dans l'Europe, ce qui était profond d'ailleurs dans l'âme européenne ou dans l'âme russe, permettrait un jour de restaurer et de retransfigurer cette fonction fondamentale de transmutation de la quantité en qualité. C'était la thèse de Solzhenitsyn aussi. C'est la thèse de beaucoup de mouvements spiritualistes russes. Vous remarquerez que dans le livre, il y a une photo d'une mère du monde qui est en réalité celle d'un artiste russe qui lui-même a peint cette mère du monde dans les années 30 en symbole de la régénération. Alors ce livre est en fait un livre relativement féministe, parce qu'entre la mère du monde, Atalanta et Ariane, il démontre qu'il y a un salut qui puisse arriver par des personnages vecteurs de renaissance. Je vais m'arrêter ici pour ne pas mobiliser le débat. Personnage vecteur de renaissance, vous parlez aussi finalement de la question de la survie de l'humanité, oui, qui serait liée au sacré féminin. Effectivement, vous avez raison de parler d'humanité, parce que je crois qu'aujourd'hui les enjeux politiques et idéologiques doivent être vus, même si on n'est pas mondialiste, on doit voir les choses mondialement. Le mondialisme, c'est une régression intellectuelle, c'est une idéologie d'atomisation de la population mondiale, mais le mondial, ça existe. L'interaction, les aristocrates et les aristocraties existent mondialement, les peuples communiquent mondialement. Quel lien faites-vous, monsieur Archambault, avec la géopolitique globale développée par Abellio? Alors Abellio, lui, effectivement, a dès le départ insisté sur la capacité de l'Europe, encore une fois, à tirer parti de ce qu'il y avait de mieux de l'Ouest et de l'Est, oui, en faisant pivoter tout ça à l'intérieur de la machine qualitative européenne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, fondamentalement, Abellio considère que les États-Unis sont en réalité un pays qui représente l'extramonde des Européens plutôt que le monde des Européens. C'est une nuance de taille. Et en particulier qui considère que la Californie va tirer le système, et c'est vraiment visionnaire, parce qu'en 1948, on connaissait Hollywood, ce qui était déjà, effectivement, ça tirait déjà le système considérablement. Il faut voir les vieux films d'Hollywood des années 30, tirait déjà le système européen et mondial. Mais depuis, avec les médias sociaux et l'informatique et la technologie, c'est encore plus vrai. Et l'idéologie californienne, voilà, qui est en considérer que les États-Unis étaient exportateurs de matière, exportateurs d'idées, refusaient d'importer quoi que ce soit, alors que par contre les Russes étaient exportateurs d'idées, mais ne voulaient rien apporter matériellement à l'époque stalinienne. Et donc il a placé ses pions sur l'échiquier et a montré à quel point l'Europe, en réalité, avec d'une part son potentiel historiquement spirituel, pouvait se coïncider ses efforts avec ceux de la Russie, y compris ce qu'il appelait le stalinisme sacerdotal à l'époque.
puisqu'il considérait que Staline finalement n'avait fait que restaurer l'orthodoxie pour permettre à la Russie de survivre contre l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était bien calculé de sa part, parce qu'autrement il se serait effondré de façon très lamentable. Donc permettre la spiritualité des deux peuples de s'enchaîner l'une dans l'autre, mais surtout géopolitiquement, ça veut aussi dire géoéconomiquement, en ce sens que l'espace géopolitique russe, l'espace géopolitique européen sont fondamentalement complémentaires, et à eux seuls, avec la masse de territoire qu'ils représentent, la masse de ressources de matières premières que ça représente, la masse de population, la masse de cerveau, représente en réalité une potentialité, et non seulement une potentialité, mais une virtualité d'autarcie économique mondiale, et ça représente pratiquement toute la puissance de l'hémisphère nord qui peut faire fonctionner la planète. À cela, si on ajoute maintenant... Il y a le problème démographique aussi. L'émergence de la Chine, l'émergence de l'Inde, on s'aperçoit que géopolitiquement, si on modernise un peu Abellio, on a effectivement le tout hémisphère nord résumé dans ces quelques mots, et c'est aux États-Unis de se positionner par rapport à ça. Soit ça va être 100 000 personnes au monde qui vont diriger les 7 milliards d'habitants de la planète, ouais, économiquement, culturellement, administrativement, d'une façon ou d'une autre, ou il va y avoir effectivement une localisation qui va renaître en fonction de pôles de croissance géopolitiques et donc impériaux, qui vont, eux, permettre de redistribuer les libertés telles que c'était le cas avant. Ça passe par une révolution européenne, une révolution culturelle, même pacifique, mais de renaissance de ce que j'appelle toujours, moi, les États-régions, donc les vrais peuples européens, donc la vraie Europe, contre les États-nations qui ont toujours divisé l'Europe et provoqué sa décadence actuelle. Oui, oui. Alors justement, pour revenir à votre ouvrage, vous parlez à ce propos de recréation mythique. Oui. Oui, effectivement, parce que en réalité, les civilisations sont nées avec des mythes. Je relisais d'ailleurs un livre récent qui n'a rien à voir avec le sujet, mais quand même, c'est Sapiens. Je ne sais pas si vous avez lu cet ouvrage d'un universitaire israélien, et il explique comment l'Homo sapiens a réussi à subjuguer et à dominer le Néandertal. Il a fait une suite d'ailleurs au Homo Deus. Voilà, je ne l'ai pas encore lu celui-là. Oui. Mais c'est un auteur assez intéressant. Et effectivement, il prend des positions très originales sur les droits de l'homme, etc., etc. Parce qu'il raisonne en tant que biologiste. Et Sapiens, il estime, ou il postule, alors comment il fait ses calculs, comment il estime ça, que finalement, ce qui a fait la force de l'Homo sapiens, c'est qu'il a créé la mythologie. C'est-à-dire que la mythologie, c'est un ensemble de croyances inventé pour réunir. Donc c'est finalement la définition de la religion d'une certaine façon, pour permettre aux gens de s'allier lorsqu'il y a la survie à organiser, pour la faim, pour la guerre, etc. Et donc les Néandertals étaient dispersés, ils n'avaient aucune conscience qu'ils étaient des Néandertals. Ils étaient là pour vivre au jour le jour. Et donc ça revient même pour les peuples aujourd'hui, s'il n'y a pas de mythologie, il n'y a pas de miracle de civilisation. Sans mythologie, il n'y aurait pas de miracle grec, voire de miracles romains ou de miracles européens, notamment les miracles européens mariales de l'époque des cathédrales. Donc effectivement, la mythologie est un moyen de dire la vérité en racontant des histoires. J'allais dire en racontant des mensonges, parce qu'on est dépassé par ce qu'on dit, par cette intuition du cosmos, cette intuition de la réalité, qu'apportent d'ailleurs les pensées religieuses quand on les prend dans le bon sens du terme. Pas dans le sens... Mais les Européens ont inventé le mythos, mais ils ont aussi inventé le logos. Alors c'est exactement ça. Et donc il y a cette conjugaison du mythe et du logos. Oui, oui. Donc c'est pour ça qu'il y a la mythologie, effectivement. Donc le mythe, lui, permet de travailler avec son intuition ou avec son ventre ou avec son cœur. Mystère. Voilà, mystère. C'est l'enseignement. Tandis que le logos, lui, permet de hiérarchiser, d'instrumentaliser la logique. La logique. Mais le logos, c'est un peu comme le paradoxe de Zénon lorsqu'on parlait, je crois, avant caméra. C'est-à-dire que on a beau avancer vers son objectif en rationalisant, on ne va jamais le toucher. Parce qu'il y a toujours des raisons rationnelles, pour faire un pléonasme, de s'éloigner. Tandis que le mythe de la tasse, on va déjà l'avoir compris intuitivement et instantanément. Alors que le logos, on va essayer de comprendre de quoi c'est fait, combien ça pèse, quelles sont les couleurs, etc. Et il faut les deux. Effectivement, parce que et la mythologie, c'est une chose qui a existé pendant des siècles.
On a voulu tuer ça avec le rationalisme. Le siècle des Lumières a fait beaucoup pour détruire ça. Ouais. Pas par agressivité particulière, mais c'était simplement que c'était la néothénie, le goût de la nouveauté, la table rase. On n'a pas besoin de ces vieilleries-là. Le progressisme, oui. Voilà. Ouais. Et donc la mythologie, c'est essentiellement un système cyclique qui sous-tend la mythologie, Oui. contrairement au progressisme qui est un système linéaire. Oui, oui. Le système linéaire, il y a un début, il y a une fin, et la fin, elle doit être merveilleuse et radieuse. Ouais. Tandis que le système cyclique, c'est qu'on doit chaque fois recommencer son ouvrage. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait la même chose, ça veut dire qu'on intensifie ce qu'on a fait dans le passé. D'ailleurs, Abellio utilise une théorie philosophique qui est l'intensification, l'inversion intensificatrice d'inversion, en expliquant que finalement, quand on est dans sa vie, dans son travail, devant une œuvre d'art, en réalité, à l'instant T, si on est capable d'amplifier dans sa tête ce qu'on a fait à l'instant T-1, on va être capable d'intensifier ce qui va être dans l'instant T+1, et à ce moment-là, on aura fait une bascule dialectique qui va permettre de sublimer et de produire une œuvre, soit artistique, soit philosophique, soit politique. Et puis il y a une plus-value dimensionnelle, c'est-à-dire qu'on passe du cycle à la sphère. Vous le dites mieux que moi, et c'est exactement ça, absolument. Absolument. Ouais, puis la mythologie implique l'histoire, Ouais. implique donc l'enracinement, Exactement. donc le rapport au présent et au futur. Quoi. C'est C'est-à-dire qu'on on est sur une ligne circulaire, hein, et il n'y a pas de contradiction avec le passé, le présent, futur. Quoi. Et c'est pour ça que dans le progressisme donc, linéaire de l'histoire, hein, il y a cette haine de tout ce qui est enracinement, donc mythologique. Voilà, et c'est assez intéressant aussi parce que si on néglige la mythologie, d'une certaine façon, et là c'est une théorie personnelle, on néglige la capacité d'assimilation de tout nouveau venu sur un territoire. Si le nouveau venu réalise qu'il n'y a pas de mythologie sur place, pourquoi il va s'assimiler? Simplement pour des histoires abstraites, pour des conceptions linéaires, pour une morale qui va juger décadente? Pour le fric. Ou pour l'argent? Non. Il n'y aura pas d'intégration. Les intégrations qui réussissent sont les intégrations mythologiques. C'est effectivement, les Grecs sont conquis par les Romains, mais la Grèce a conquis Rome avec sa mythologie, avec sa façon de réfléchir et sa philosophie. Ouais, mais le système économique mondialiste actuel est basé sur l'atomisation et l'individualisme. Oui, bien sûr. Donc la destruction de toute conscience, individualisme toute conscience historique, mythologique, hein, donc culturelle. Donc il faut ramener ce qui fait l'humain, c'est-à-dire la culture, à la nature, c'est-à-dire une espèce d'homme animal qui est pur consommateur, quoi, producteur-consommateur. Voilà. Oui, mais Et même plus producteur, parce que c'est le capitalisme marchand qui n'est pas fondé sur la production, finalement. Est-ce qu'on ne peut pas voir là une sorte de mythologie de l'Empire américain, du messianisme chez les néoconservateurs américains, à vocation universaliste et qui pourrait nous atteindre, nous, en tant qu'Européens? Ben, ça nous a déjà atteint, d'une certaine façon, mais vous avez raison, dès 1776 est plantée l'idée que contre les vieux royaumes ou les vieux empires, il y a une nouvelle république universelle qui doit naître. Elle commence petit, dans les colonies américaines, elle conquiert l'Ouest, et puis ensuite elle conquiert le monde. Et c'est pas présenté comme une conquête, c'est présenté comme une mission civilisatrice, quasi religieuse, et vous avez dit le mot messianique. Donc en réalité, les États-Unis d'Amérique se voient complètement différents du reste du monde. Ils ont été créés par rejet de l'Europe au départ, psychologiquement et philosophiquement, et effectivement ils se disent, c'est ce qu'ils appellent l'exemplarité américaine, ils sont les seuls à le croire, mais à force de le répéter, les gens finissent par le croire, et ces pauvres gens du milieu des États-Unis qui sont dans une situation prolétarisée le croient également, ils sont les idiots utiles du système, cependant que ceux qui n'y croient pas, les gens riches de l'Ouest et de l'Est, l'utilisent pour pouvoir contrôler non seulement leur propre territoire et les territoires étrangers. Et alors, je dirais que ce qui a fait l'originalité quand même de l'impérium américain, c'est l'appel à la morale. Parce que dans l'histoire, il y a bien des empires qui se sont créés, mais qui étaient purement pragmatiques.
C'était des rapports de force, c'était une décision politique. La destinée manifeste des États-Unis. Alors les États-Unis ont un messianisme étonnant. Et alors, pour revenir aux néoconservateurs, ce sont quand même eux qui l'ont ravivé. Oui, oui. Parce qu'il y a toujours eu cette distinction entre l'extrême gauche américaine qui voulait s'européaniser un petit peu, s'universaliser et finalement partager avec le reste du monde tout en veillant quand même bien au grain. Et puis les néoconservateurs ont ramené l'idée de la révolution permanente gauchiste avec celle de la révolution permanente capitaliste au nom de la supériorité et de l'exemplarité américaine. Mais ne nous leurrons pas, depuis 30 ou 40 ans, les États-Unis sont quand même dirigés par les néoconservateurs et les présidents changent, mais le reste ne change pas. D'ailleurs, pourquoi ici on parle du Congrès et non pas de la Maison-Blanche? C'est parce que c'est au Congrès que se trouve le pouvoir aux États-Unis. Aux États-Unis, le président est un monarque constitutionnel en quelque sorte, et c'est notamment au Sénat que se trouve le pouvoir aux États-Unis. En fait, c'est l'empire anti-impérial, quoi. Alors c'est un empire c'est un empire à la Caliclès, c'est un empire brutal. Oui, oui, mais matériel. Voilà, matériel. Alors que l'empire à l'origine, c'est quand même spirituel. Bon, si on regarde ça historiquement, on pourrait dire que malgré tout, c'est le christianisme qui a donné un coup de booster à la notion d'empire, avec le Saint-Empire romain germanique, avec toute la révolution mariale qui a fait qu'effectivement les empires commençaient à réaliser qu'ils étaient cause de soi et pas seulement juste un empire de gestionnaire d'un projet géopolitique ordinaire. Mais ça, peu importe l'Église ou la foi, mais effectivement, dès qu'il y a une démarche religieuse derrière un empire, l'empire à ce moment-là commence à se transfigurer davantage. Mais en fait, ça amène plus loin, ça amène au fait qu'aujourd'hui, il y a une pensée unique qu'on peut désigner comme étant la religion humanitaire. Oui, oui, c'est ça. C'est une religion sans Dieu. C'est une religion sans Dieu. Sacré, mais avec des interdits, avec des obligations qui se resserrent de plus en plus. Qui se resserrent de plus en plus, avec une répression de plus en plus forte. Quand nous étions jeunes, il y avait une plus grande liberté de penser et d'agir qu'aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Alors qu'aujourd'hui, on est Par contre, tu peux fumer du shit et tu peux regarder des films porno sur Internet tant que tu veux. Oui, mais justement, c'est sélectif. C'est effectivement. Mais tout ce qui est liberté individuelle profonde, elle est beaucoup plus canalisée maintenant. Ah oui, oui, oui. Tu ne vas pas dire ce que tu veux. Hein. Et voilà. Donc c'est pour ça que maintenant, il y a le retour de Balancier, quoi. Ben, c'est pour ça d'ailleurs que... il est interdit d'interdire en 68, et maintenant on interdit tout, quoi. D'où le besoin de mythologie, pour revenir un peu à la question de tout à l'heure aussi, c'est que une des façons d'agir dans un monde où il y a un bracelet électronique, qui est maintenant le téléphone portable, de la pensée unique, où on ne peut plus effectivement avoir le choix que de dire ce qu'il faut dire, parce que même si on ne le dit pas, on commet déjà un péché. Oui. Donc il y a une façon de s'exprimer qui permet encore une certaine liberté, c'est le mythe. Parce que et je crois aussi que c'est important de dire qu'on ne peut jamais désespérer, parce que la réalité c'est que l'histoire des milliers d'années qui est derrière nous, elle continue d'exister et d'avoir son autonomie. Quand on construit en terrain inondable, comme on l'a fait depuis le siècle des Lumières, pour mettre en place justement cette religion universelle, on n'est jamais à l'abri de voir le fleuve revenir sur ce terrain inondable ou la mer remonter sur ce terrain inondable. Et je crois qu'en réalité, les événements historiques font qu'il y a une espèce de guerre d'attrition entre des États-Unis qui sentent qu'ils sont sur le déclin et qui réagissent, une Europe qui n'en finit pas de mourir et qui est un peu mollassonne, une Russie qui peut redémarrer mais qui n'y croit pas encore tout à fait, une Chine qui, elle, croit tout à fait qu'elle peut relancer la manche, mais qui en même temps est prisonnière de certains problèmes internes dont on ne parle pas beaucoup. Idem problème. Donc les cartes se redistribuent, et cette guerre d'attrition fera qu'il y en a un qui craquera avant les autres, et c'est pour ça que les mythologistes ou les mythologues devraient effectivement être très clairvoyants et être solidaires les uns des autres, des capitales européennes aux capitales asiatiques, et s'entraident finalement dans un projet qui soit plus mobilisateur. De toute façon, il y a le fait qu'on assiste aujourd'hui, comme on en parlait tout à l'heure, à la destruction du monde vivant sur la planète, par le système économique mondial. Oui, mais alors moi ça me fait penser au sacré féminin dans tous les mythes de protection de la vie. Et vous évoquiez tout à l'heure la révolution mariale
dans l'Europe gothique, qui a été fondatrice et productrice de civilisation. Quel mythe fondateur maintenant voyez-vous pour l'Europe de demain? Je conclus mon livre sur le mythe d'Ariane. C'est pour ça que c'est le sous-titre, et ça fait partie du sous-titre. Non pas que ce soit le seul mythe possible, mais c'est un mythe dont on se souvient, puisque d'une part, c'est le mythe de celle qui sort du labyrinthe, de la difficulté, de l'aveuglement, qui sort de la caverne d'une certaine façon pour le retour à la lumière, qui libère du minotaure matérialiste, qui est finalement la veulerie actuelle de la société qu'on est obligé d'accepter au quotidien quand on est pris individuellement, et aussi précisément parce que elle est là pour relancer en quelque sorte la civilisation avec Dionysos, qui est un dieu qui était au départ asiatique, enfin au sens grec du terme, pour effectivement relancer l'Europe d'une certaine façon. Alors le prochain mythe, c'est la résurrection de Dionysos d'une certaine façon, qui va être l'avatar, comme diraient les sanscrits ou les védantistes, qui va régénérer l'histoire à la fin d'un cycle d'âge sombre. Parce que si on raisonne comme Evola, on est quand même encore dans un cycle d'âge sombre qui finalement... Le Kali Yuga. Le Kali Yuga, mais pas au sens hippie du terme, mais simplement au sens de la tétrachie inversée, c'est-à-dire que plus ça va, plus c'est court, mais plus c'est grave. Donc là, on est effectivement dans une période encore courte, mais très grave. Et effectivement, donc, symboliquement, il faut trouver le nouvel avatar, il faut trouver le nouveau Dionysos. Alors, quelle sera la nouvelle Ariane christique? Alors, christique, ça ne veut pas dire sur la croix, au sens grec du terme, c'est voilà, effectivement, qui va régénérer. Personnellement, je pense que, c'est pas que je fais ça par propagande ou par facilité, mais je pense qu'effectivement, chaque fois que les femmes ont projeté du mythe, ça a été toujours très profond dans l'histoire du monde. Donc effectivement, c'est une des capacités des Européens d'avoir été capables d'intégrer et de bénéficier des mythes projetés par les déesses féminines, qui sont très nombreuses. D'un point de vue karmique, c'était pas par hasard que le drapeau européen soit le drapeau de Marie. Exactement. Donc, la matrice. Exactement. Voilà. Donc, parce que Marie rejoint ce qui existait avant le christianisme de toute façon. Atalanta, justement, c'est aussi un personnage fort, mais qui parle finalement de ce qu'était le passé, qui parle du combat pour effectivement restaurer la spiritualité, et elle va s'effacer derrière Ariane, qui elle va lancer ce que vous dites, c'est-à-dire cette renaissance européenne ou eurasiatique, pour employer un terme plus adapté à la géopolitique de demain. Oui. Mais vous avez raison, c'est la jonction de ces deux personnages. Atalanta, elle a tué le sanglier de Calydone, qui est apparemment réputé comme étant négatif dans l'histoire. Elle a dû s'effacer à l'époque parce qu'il y avait un chasseur qui voulait réclamer la mort du sanglier et pas elle. Donc qualitativement, ça passe à Ariane, qui est un personnage plus fort sur le plan du rôle de la femme également dans l'histoire. Et le mythe fondateur, pour moi, c'est Ariane, mais j'ai peut-être tort, je ne le revendique pas, je ne veux pas l'imposer à d'autres. Oui, parce que vous opposez dans une opposition dialectique dans votre livre les archontes qui sont liés à Seth, à Saturne, au temps qui passe dans la matière, et puis les lucifériens qui vont essayer de se hisser vers la lumière. Voilà. Et donc là, on est au cœur du mythe. Alors effectivement, il faut bien comprendre ce que veut dire luciférien dans cette histoire. Oui, bien sûr. Au sens des films d'horreur. Parce qu'effectivement, vous avez bien dit, la matière, la lumière. Et Lucifer, ça veut dire le porteur de lumière. Alors j'ai repris en réalité une terminologie abélienne, je ne l'ai pas inventée. Ce que dit Abélio, c'est que le combat de Saturne ou de Satan et de Lucifer se résume dans la problématique de l'antéchrist. Ce qu'il appelle l'antéchrist, c'est la dialectique entre les deux, qui va gagner, qui va perdre, Et cette dialectique est fructifiante, et c'est comme ça qu'elle fait naître ensuite le Fils. Alors c'est totalement faux sur le plan dogmatique catholique, mais disons qu'il dit que le Fils naît de l'antéchrist et pas du Père, parce qu'il veut montrer que ce combat de la matière et ce combat de la lumière entraîne en réalité la naissance du Fils, dont on comprend pourquoi il est beaucoup plus fort que s'il était né du Père directement. Donc, qualitativement, il est chargé d'intention, de morale, de conscience intentionnelle, si on pourrait dire phénoménologiquement.
Donc effectivement, alors les archontes, c'est effectivement la matière. Les conjurés de la croisière sur le Nil, qui s'associent avec un Mahdi, donc c'est quand même assez créatif sur le plan spirituel, et pour justement redessiner la carte du monde, ce sont les deux aspects lucifériens et autres, et c'est après seulement qu'il y a le Christ au féminin qui est Ariane, qui va prendre la succession de ce nouvel empire ou de cette nouvelle Eurasie. On n'a pas parlé des derniers chapitres de fin, mais disons que l'important c'est que dans les 20 dernières pages, on décide la carte du monde différemment. Les États-Unis se retrouvent avec un tiers de leur territoire, parce que finalement, là encore, les anciens lits des rivières reviennent, puisqu'il y a tout un tiers des États-Unis qui repart vers les anciennes, vers la culture hispanique finalement. Et donc les pôles de croissance sont revenus sur l'Europe, et à partir de là, eh bien, il y a une paix qui n'existe pas encore, parce qu'il faudra longtemps, mais il y a une bataille qui se construit pour qu'il y ait une paix à la Pax Romana. Vous évoquez la possibilité d'une suite à votre ouvrage? Oui, on me l'a suggéré. Les quelques personnes qui l'ont lu m'ont dit qu'effectivement, le passage futuriste mériterait d'être renforcé, parce qu'effectivement, c'est toujours amusant de faire de la futurologie. Donc, je pense faire une suite d'ici 2 ans qui viennent, dans les 2 ans qui viennent, effectivement. Par avance, merci. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci. Merci André.